Aujourd'hui, on va prendre le 4e livre avec comme thème le château des libellules. Par je te dis bonsoir, je suis Ataikori et bienvenue dans les naines. Je vous épargne tout de suite les questions qu'on va se poser, je pense que vous avez compris maintenant. Bref, allons-y tout de suite. Donc, le château des libellules. C'est une structure magique d'origine inconnue qui n'a pas vraiment de localisation fixe. On sait que le château est capable de se déplacer d'un endroit à un autre en volant. Dès qu'il se pose quelque part, il prend énormément de place, car il crée une sorte de forteresse qui le protège tout autour. Cette forteresse, elle est pas petite non plus, car dans le jeu d'NN4 dans la route Ace au stage 4, on peut effectivement voir que le chemin pour y aller est très long. Il est dit que le château se révèle à ceux qui sont assez puissants pour être le nouvel empereur. A l'heure actuelle, on sait grâce à Tenkai que Tsurobami possédait le château dans le passé. Et à vrai dire, personne ne sait vraiment comment se servir du château ou même à quoi il sert. Les seules personnes connaissant cette information sont ceux du clan Taira, se passant l'information de génération en génération par pure tradition. À l'intérieur même du château, on sait qu'il possède un mécanisme de défense plutôt curieux. Effectivement, quand le château se fait attaquer ou qu'il est pénétré par un intrus, les salles menant jusqu'au trône se retournent périodiquement pour semer la confusion chez les intrus. Ensuite, le symbole du château, le signe des libellules. C'est un symbole que l'on peut trouver dans la cérémonie des parfums. Il fait partie de l'un des 3 arts traditionnels du Japon, avec la cérémonie du thé et la composition florale. Dans le château lui-même, il existe un endroit que l'on appelle la salle Ukifune, qui est une référence au nom d'une princesse du conte japonais, comte de Genji. Le choix du nom pour cet endroit n'a jamais vraiment été expliqué à l'heure actuelle. Dans cette salle monochromatique, un trône est présent au centre. Il y a également un phénomène physique curieux qui s'est produit, c'est-à-dire que lorsqu'un intrus décide de pénétrer dans la salle, celle-ci s'étire en longueur au fur et à mesure qu'il avance, ne pouvant alors jamais toucher le trône. A l'heure actuelle, c'est Taira no Shoki qui est au contrôle du château, qui est situé pour le moment quelque part dans la zone du Sanctuary. On va maintenant parler des personnes qui sont liées à ce lieu, ainsi qu'une autre personne pas vraiment liée au lieu mais plutôt à l'histoire d'un autre personnage. On va commencer par les plus anecdotiques pour se diriger vers les plus importants. Donc on va commencer par Kujiru Kessa. Kujiru signifie creuser dans la terre. Kessa est le nom japonais donné à la robe que portent les moines bouddhistes, aussi appelée Kasaya en sanskrit. Kujiru est l'un des Shikigami de Garaya Ogata, dont on parlera après. C'est un yokai limace habitant actuellement au château des libellules. Il est dans l'armée des libellules et sert d'informateur, car grâce à son pouvoir, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Il est l'ennemi de Kaisen Azuma, même si c'est son supérieur, ils ne peuvent pas se supporter et ont très peu de respect l'un pour l'autre. Concernant ses capacités, il y en a 2. La première, qui est sa principale, diviser les choses glissantes. Attention, la traduction est bancale. En gros, ça lui permet de faire des copies de lui-même pour différentes choses, mais cette capacité est principalement utilisée pour récolter des informations et des activités d'espionnage. Sa deuxième capacité, changer de forme. C'est simple, Kujiru peut passer de forme humanoïde à forme limace. Ensuite, deuxième personnage, Kaisen Azuma. Ici non plus, pas grand chose à se mettre sous la dent. Kaisen ça veut dire océan et sage, dans le sens d'une personne avec de la sagesse. Quant à Azuma, ça veut dire Est. C'est un nom commun dans le Japon de l'Ouest. Kaisen aussi fait partie de l'armée des libellules, en compagnie de Kujiru Kessa, mais ce n'est pas une limace, c'est un crapaud sacré, qui est aussi l'un des Shikigami de Garaya Ogata. On va pas aller plus loin dans le personnage qu'avec ses capacités qui sont les suivantes. Rassembler la fortune financière. En gros, un petit peu comme Ibaru, ça lui permet de gagner de l'argent. Et Kaisen aussi possède la capacité de changer de forme entre crapaud et humanoïde. Voilà. Après avoir parlé des 2 moins intéressants, on va entrer dans du plus complexe. Le prénom et le nom de Garaya sont une référence directe à Ogata Shuma Hiroyuki, qui est un personnage d'un conte japonais, un ninja utilisant de la magie de changement de forme pour se transformer en grenouille géante. Garaya est un humain habitant actuellement au château des libellules. C'est le chef de l'armée des libellules et maître de Kujiru et Kaisen. Garaya est un personnage majeur pour toute l'histoire du château des libellules, du moins dans sa période la plus moderne. Depuis très longtemps, Garaya dévoue sa vie à chercher un véritable empereur convenable pour Mugenri, en somme un héros. Alors quand Garaya rencontra Taira no Fumikado, il l'aida dans sa quête de devenir empereur. Mais après qu'il ait fui après un malheureux événement, Garaya se tourna vers Taira no Shoki, le maintenant décédé servant de Fumikado, pour l'entraîner, devenir son mentor, devenir plus fort, pour ainsi devenir l'empereur de Mugenri, ainsi que d'obtenir sa vengeance sur Fumikado.
Je dis que Garaya est un personnage majeur car, sans lui, Shoki ne serait jamais parvenu là où il en est actuellement. Et vous allez comprendre pourquoi quand j'en parlerai dans quelques minutes. Vous vous demandez peut-être que sont les horreurs sur la tête et l'épaule de Garaya. Eh bien c'est simple, ça c'est Kaisen et ça c'est Kojiro. Concernant ses pouvoirs, son principal est le suivant. Utiliser des illusions pour faire le travail à sa place. Le terme illusion utilisé ici est un peu différent de ce qu'il veut vraiment dire. Concrètement, Garaya est capable d'utiliser plusieurs Shikigami à la fois. Mais c'est également un maître dans les arts martiaux et la magie taoïste. C'est également grâce à ça qu'il peut supporter l'utilisation de plusieurs Shikigami à la fois et pouvoir contrôler à la fois Kujiro et Kaisen. Garaya a également demandé à plusieurs personnes de rejoindre l'armée des libellules, et à ce jour, on sait qu'une personne a accepté, Vilja von Clausewitz Alishion Isumaru, dont on reparlera plus tard dans la série. Bon, maintenant on va commencer tout doucement à aller vers des relations plus complexes entre les personnages, avec une histoire mine de rien assez compliquée à comprendre. Je vais faire de mon mieux pour résumer ce trio de personnages, à commencer par notre cher Para. Le nom de Para pourrait être dérivé du nom Paracelsus, un alchimiste suisse qui a théorisé un moyen de créer des homoncules. Mais c'est pas sûr que ce soit son vrai nom. L'histoire de Para est un petit peu compliquée et très liée à celle de Taira no Fumikado. Pour faire simple, le corps de Para est l'original de Fumikado. Son âme, par contre, était originalement présente dans le corps actuel de Fumikado, car Taira no Iwakado, le grand-père adoptif de Fumikado, était alchimiste. Il a alors fait de nombreux essais pour créer un corps homoncule parfait. L'âme de Para était alors née. Possédant toute la connaissance du monde et la perdant au fil du temps, c'est comme ça qu'un homoncule devrait être. Mais Para n'a pas bien pris ça en compte et n'a pu commencer à perdre cette connaissance que bien plus tard. Son pouvoir est alors dérivé de cette mauvaise conception. Quand Fumikado utilisa son pouvoir pour transférer leurs âmes, échangeant alors de corps, le corps actuel de Para fut scellé. Ce n'est que bien plus tard, alors que Taira no Shoki trouve Para, que son sceau lui fut retiré. Para, en voulant remercier Shoki, lui prêta sa force et jura de le servir jusqu'au bout. Para déteste donc Fumikado à cause de ce sceau. Les créatures blanches et rouges autour de Para sont le résultat de plusieurs années d'expérimentation ratée de Taira no Iwakado. En soi, c'est ses frères et sœurs. Pouvant changer de forme, il n'est pas rare qu'ils servent de vêtements à Para ou d'armement. Du coup, vous l'avez compris, alors que Para est né dans le corps d'un homoncule, Oni, le changement d'âme lui a mis dans le corps d'un humain qui était Fumikado. Para est alors devenu humain. Pour ses capacités, il peut voler les informations. Concrètement, Para peut voler les informations venant de n'importe quelle source. Mais il ne peut pas le faire pour très longtemps et assez difficilement, car plus il y a d'informations à voler, plus dure sera la tâche et surtout, plus longue elle sera. Para est aussi immortel. C'est jamais vraiment expliqué pourquoi, mais le temps s'est arrêté dans son corps, le rendant immortel par la vieillesse. Maintenant qu'on a fait Para, on va parler de Taira no Shoki. Taira est un nom utilisé pour la famille du clan Taira au Japon pendant la période Heian. Les kanji de Shoki signifient respectivement papillon et Oni, un yokai japonais doué d'une force physique extrême. Shoki est actuellement un esprit vengeur, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant de se sacrifier pour Fumikado, Shoki était humain. On peut dire que Shoki est un dommage collatéral des expérimentations du plan de Fumikado pour ressusciter le « véritable empereur » que serait Taira no Masakado. Les parents de Fumikado et Shoki ont été tués à cause d'un conflit politique. Ils ont tous les deux été adoptés par leur grand-père, Taira no Iwakado, un alchimiste convaincu. Shoki a été élevé pour servir d'aide et de servant à Fumikado. Alors quand Shoki a vu que Fumikado avait besoin de la flûte Saeda, uniquement utilisable par ceux ayant un corps ayant dépassé la vie et la mort, servant à attirer les esprits, il s'est sacrifié. Il a demandé à un dieu, un corps étant capable de traverser la mort et la vie. Il a obtenu ce dit corps, mais à un prix, son souffle. Ayant besoin de souffler dans la flûte pour l'utiliser, Shoki n'a pas pu le faire. Déjà, c'est un mauvais point pour Fumikado. Je pense qu'il serait bien de mettre un compteur des mauvaises décisions de Fumikado dans le reste de cette série. Fumikado a alors décidé de se séparer de Shoki, étant devenu inutile pour lui. Shoki l'ayant vécu comme une trahison, s'étant sacrifié pour rien, il a commencé à détester Fumikado, devenant alors un esprit vengeur. Plus tard, voulant obtenir une force suffisante pour se débarrasser de Fumikado une bonne fois pour toutes, Shoki rencontra Garaya Ogata et s'entraîna sous sa tutelle. C'est alors qu'au fil de son entraînement, Shoki obtint un Burabura, un Shikigami que Garaya lui a donné.
et un jour le château des libellules apparut devant les yeux de Shoki. Garaya était ravi de voir ça, mais Shoki s'en foutait de devenir empereur. Il voulait simplement sa revanche sur Fumikado. Alors, sachant qu'il allait dans tous les cas venir tenter sa chance au trône, Shoki se mit à l'intérieur et l'attendit. Voilà l'histoire de Shoki, encore une fois étroitement liée à celle de Fumikado. Concernant ses capacités, Shoki n'en a qu'une. C'est une capacité qui lui permet de contrôler les esprits selon certains critères, ainsi que d'infliger des malédictions sur n'importe qui. Voilà, pour Shoki on en a terminé, maintenant l'attraction principale de tout ce merdier, Taira no Fumikado. Le Taira dans Fumikado est le même que dans Taira no Shoki, faisant partie du même clan. Fumikado, quant à lui, est le mix des noms de ses parents, à savoir Fumina et Onikado. Fumikado est, à l'heure actuelle, un homoncule Oni. Mais comme je l'ai dit dans le background de Para, il ne l'a pas toujours été. Avant, Fumikado était humain. Voici son histoire. Fumikado est né dans la famille noble des Taira dans la capitale de Mugenri, Devanagara. Après que ses parents aient été tués dans un conflit politique, Fumikado et Shoki ont été récupérés par leur grand-père, Taira no Iwakado. Celui-ci voyait en Fumikado une grande force, et parla de son plan pour ressusciter le véritable empereur, Taira no Masakado. Iwakado étant un ancien alchimiste, il fabriqua, avec beaucoup d'essais ratés, à partir du corps d'un Oni qu'il a chassé et du sang de Fumikado, une nouvelle forme de vie, c'est-à-dire Para. Pour remercier son grand-père de l'avoir autant aidé dans sa jeunesse, Fumikado accepta de suivre son plan et interchangea les âmes de Para et de Fumikado dans les deux corps respectifs. Fumikado utilisant son nouveau corps comme d'un vaisseau pour pouvoir ressusciter l'empereur. Seulement pour ce faire, il avait besoin de l'attirer avec la flûte Saeda, relique ancestrale du clan Taira. Il demanda alors à Shoki de se sacrifier pour réaliser cet appel à Masakado. Seulement Shoki ne pouvait plus le faire, le prix pour pouvoir utiliser la flûte étant un corps au-delà de la vie et de la mort, le dieu lui ayant offert ce corps lui avait pris son souffle comme prix. Ainsi Shoki ne pouvait plus jouer cette flûte. Se rendant compte de ce sacrifice inutile et étant poursuivi par des assassins à cause de son plan, Fumikado choisit alors de s'échapper de la capitale. Il devait pour ce faire passer le détroit sombre. Ici, Fumikado rencontra Fujiwara no Yozane sur le chemin. Les deux discutèrent beaucoup et se lirent alors d'amitié. Alors arrivé de l'autre côté de la rive, Yozane proposa à Fumikado de jouer cette flûte pour lui, ce qu'il fit alors. Fumikado l'a alors prévenu qu'un trou allait apparaître dans la barrière de Mugenri, et que beaucoup d'esprits allaient en sortir. Cet incident, pas du tout causé par Fumikado mais plutôt par l'humaine Celeritas, va arranger Fumikado qui va en profiter pour la cérémonie de résurrection de Masakado plus tard. Yozane demanda alors à Sukune de faire une réplique de la flûte pour pouvoir guider ses esprits lui-même, puis redonna la flûte originale à Fumikado. Actuellement, Taira no Masakado n'a toujours pas été ressuscité, mais selon Fumikado c'est en bonne voie. Il compte même prendre la place de l'empereur en attendant sa résurrection, et donc d'aller vers le château des libellules pour faire le travail à sa place, pour que tout le monde soit prêt dès le retour de Masakado. C'est ce jour-là que Shoki et Fumikado se rencontrèrent à nouveau. Dans l'NN3 Reactivate Majestical Imperial, on apprend que Fumikado n'a rien à voir avec le trou dans la barrière et l'abondance d'esprit, mais que c'est l'humaine Celeritas qui a fait ce trou, et que Tenkai Zuifeng n'a pas pu le réparer à temps. On apprend alors que les esprits ne sont pas guidés au bon endroit mais plutôt vers la fleur Harujion, qui profite de cela pour prendre en puissance. Et alors créer la chimère, Shion, dont on parlera juste après le prochain épisode. Compliqué comme histoire, n'est-ce pas? Eh bien maintenant on va un peu changer en parlant de son pouvoir. Sa capacité c'est celle de transférer les âmes. En gros, il intervertit son âme avec le corps d'un autre. La dernière fois que cette capacité a été utilisée, c'est avec Para. Bon voilà, on en a fini pour cette partie de l'histoire de Mugenri. Après le château des libellules, la suite logique serait Devanagara, n'est-ce pas? Eh bien ça tombe bien, ce sera le sujet de la prochaine vidéo.